Bonjour à tous, Gabriel Evaristo. Donc, je suis le cofondateur d'Obea. Et donc aujourd'hui, nous venons avec Monsieur Loucher, qui est le responsable maintenance nationale de la société Colissimo, qui fait partie du groupe La Poste. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de venir présenter un cas d'usage de l'IA dans la maintenance. Mais alors, on a l'habitude de parler d'IA et de maintenance et de penser maintenance prévisionnelle, maintenance prédictive. Là, notre approche est différente. C'est une approche orientée sur les données collectées par les humains et orientée processus. Donc, comment fait-on pour améliorer les processus ? Donc moi, je viens du monde de la maintenance, donc j'ai 15 ans d'expérience dans la maintenance. Et en fait, durant ces 15 années, j'ai souffert de la problématique que des outils qui étaient à disposition des techniciens, des méthodes, des responsables maintenance pour piloter les processus de maintenance. Et donc, durant ces 15 années, j'ai souffert de la problématique que entre les technologies disponibles et les outils que j'avais à disposition, il y avait un gap énorme. Alors j'ai beaucoup travaillé à bricoler avec plusieurs outils, Excel, les tableaux croisés dynamiques, Power BI. Aujourd'hui, il y a plein d'outils no-code, mais en réalité, la problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas de solution qui de bout en bout, qui nous permettent d'aller de la collecte, le traitement, l'analyse. Et de cette analyse, on ressort un plan d'action, on suit ce plan d'action. Voilà, c'est cette problématique-là, j'en ai souffert et j'ai décidé de travailler sur le sujet et d'apporter une solution. Et ce qui a été le déclencheur, ça a été l'avènement des IA génératives. Je pense que vous avez tous entendu parler de ChatGPT, Claude, Mistral, le français. Et donc, l'avènement de ces technologies-là a été un révélateur pour moi parce que je me suis dit que peut-être qu'on va pouvoir faciliter le travail et dépasser certaines limites dans la collecte des données et dans la collecte des données de qualité et dans le traitement de ces données. Et donc le projet a démarré en partenariat avec Colissimo sur la gestion des pièces de rechange. Et je vais laisser Monsieur Loucher se présenter et présenter le contexte du projet. Alors, bonjour à tous, moi c'est Xavier Loucher, donc je suis le responsable maintenance nationale chez Colissimo. Donc je m'occupe de 21 plateformes. Donc j'ai des problèmes de mainteneur. Rapproche le micro. Pardon, vous entendez bien ? Oui, c'est bon. Du coup, oui, j'ai un problème de mainteneur sur 21 sites. Donc, vous imaginez qu'on a des sites qui ont 35 ans. Il y en a qui viennent de naître cette année. Donc, on a des problèmes assez disparates. Et la partie pièces détachées, en fait, c'est un problème qu'on avait de longues années. En réalité, on avait des stocks qui se sont accrus. On a des installations qui ont été modifiées, des pièces détachées qui ont été rajoutées. Et chacun a fait un petit peu comme il pensait que ce soit bien. Et en réalité, on a manqué un petit peu de cohérence dans ce suivi au fil des années. Donc, la difficulté pour nous, c'était vraiment de pouvoir avoir une standardisation de nos pièces détachées. Et là, en l'occurrence, sur le marché, il ne se passe rien du tout, mis à part mettre beaucoup de main-d'œuvre. Du coup, on a trouvé une start-up qui était flexible et qui, du coup, permettait de travailler des sujets dans lesquels on n'avait pas de solution, en tout cas sur le marché. Voilà, donc le premier principe de notre démarche, ça a été d'aller sur le terrain et de cartographier le processus existant et de voir où sont les problématiques. Et donc les problématiques, elles sont résumées ici dans ce schéma. La base de toutes les problématiques en réalité, c'est qu'on s'appuie trop sur des saisies manuelles et sur des analyses manuelles. Les saisies manuelles, pour donner un exemple, c'est quand je vais donner une désignation, moi je vais appeler la même pièce, je vais l'appeler A, Xavier va l'appeler B. Quand on va faire, si une troisième personne cherche la pièce et que pour lui elle s'appelle C, on ne va pas retrouver la pièce. Deuxième point, on pourrait dire, dans ce cas-là, on va utiliser les références des fabricants ou des constructeurs. Mais là, ça pose une autre problématique, c'est que ces données-là, en réalité, ce n'est pas des données techniques, c'est des données marketing. Parce qu'en fait, le fournisseur, le fabricant, il peut changer le nom de la référence d'une année sur l'autre
alors que c'est exactement la même pièce. Donc la seule donnée qui est fiable, ce sont les caractéristiques. Et donc la conséquence donc, de ces saisies manuelles, c'est qu'on va manquer de données ou on va avoir des données pas assez fiables. Là, au niveau de l'analyse manuelle, bah, là c'est simple. J'ai des historiques de consommation, je demande à mes techniciens d'avoir de la rigueur à sortir toutes les pièces, mais derrière, au moment de faire l'analyse de ces consommations pour définir mes seuils de gestion ou pour identifier des taux calculer le taux de rotation, bah, j'ai pas d'outil qui me permet de le faire. Je suis obligé de faire des extractions, de retravailler ces données, et au final, pour les méthodes, bah, ça revient à faire 80% de travail de traitement de données et de créer des tableaux de bord, et puis il nous reste 5 ou 10% du temps pour identifier vraiment les écarts, identifier la cause, définir des solutions, et donc il reste quasiment plus de temps pour mettre en place des actions de correction de ces écarts. Ça, c'est la grosse problématique sur les analyses manuelles. Donc, ce qu'on va retrouver comme problématique, bah, c'est les doublons, parce qu'on se rend pas compte, on n'est pas au courant que la référence a changé. Donc, si on cherche les références fabricants, on va avoir la même pièce, mais chez différents fabricants avec sous différentes références. Donc on va générer des doublons. On a des doublons même d'emplacement. On va stocker la même pièce à plusieurs endroits. Et on a, comme je le disais, les seuils de gestion inexistants. Ça va avoir pour conséquence des surstocks, puisque forcément si on a des doublons, on va stocker plusieurs fois la même pièce. On va avoir des sous-stocks parce qu'on n'a pas défini de seuil de gestion, donc on n'a pas défini le seuil de réapprovisionnement. Donc si on consomme plus que ce qu'on réapprovisionne, le risque c'est qu'on va être en sous-stock. Et l'aspect équivalence non identifiée, c'est qu'on n'a pas, si c'est un cas d'usage chez Colissimo, il y a un moteur qui tombe en panne, on a la référence de ce moteur. Sur 21 sites, c'est quand même fort probable qu'il y ait un moteur. Si le moteur n'est plus disponible, c'est fort probable qu'il y ait un moteur qui puisse faire le job en attendant de réapprovisionner. Mais pour le savoir, il faut disposer des caractéristiques de ces moteurs et de pouvoir les comparer. Seulement quand on a 20 000 références, c'est pas possible de comparer une référence par rapport à 20 000 références. Et même le fait de collecter les caractéristiques sur 20 000 références, c'est pas possible. Et donc là, la conséquence de tout ça, c'est des surcoûts de stock. Parce que finalement, si on n'a pas défini ces seuils, on stocke toujours plus, on stocke en doublon. Le même moteur, s'il change chaque année de référence et qu'on ne se rend pas compte que c'est le même moteur, on va stocker autant de moteurs chaque année. L'effet est démultiplié pour Colissimo, parce que comme vous avez 21 sites avec des machines similaires, tu valides. Je confirme, hein, tout à fait. Ça nous arrive assez régulièrement, malheureusement. On a des difficultés à se transmettre des pièces parce que la référence, elle n'est pas tout à fait la même. La caractéristique technique, en fait, dans les GMAO, il y a beaucoup de champs et c'est vrai que s'ils étaient tous remplis, on en serait tous heureux, mais c'est pas le cas. C'est pas un travail qui est fait chaque jour. Quand on reçoit une nouvelle pièce, on ne dit pas je vais aller rentrer chaque caractéristique technique dans les différents libellés, ou sinon ça nécessiterait en fait d'avoir des responsables qui s'occupent que de ça et du coup des coûts assez importants. Malheureusement, cependant, cette caractéristique technique, elle a de l'importance. On s'en aperçoit aujourd'hui. Et là où je chante peut-être un peu, mais où la référence, elle n'a plus d'intérêt si on a les caractéristiques techniques, en fait. Du coup, on s'en fout qu'elle s'appelle A, B ou C, puisqu'au final, on cherche un disjoncteur 15 ampères, qui soit Schneider ou autre marque. On s'en fiche, et ce qui nous intéresse finalement, c'est d'avoir la pièce. Et là, on a eu il n'y a pas longtemps du coup ce moteur où on a eu un transfert de moteur et c'était pas tout à fait le bon parce qu'ils se sont pas appuyés sur les caractéristiques techniques, mais plutôt sur soit pas parce que souvent sur le terrain, les gens s'aperçoivent face au visuel en réalité, hein, plus qu'à la référence. Ça ressemble, c'est à peu près celui-là. Il tourne à la bonne vitesse, on y va. Et puis en fait, c'est pas le cas. Donc voilà. Voilà, donc la première conséquence, c'est les surcoûts de stock. La deuxième, c'est les pertes de production.
Pourquoi? Parce que si le risque, c'est que si on est en rupture de stock, la machine reste à l'arrêt parce qu'on attend on attend la pièce, et parce qu'on est en rupture de stock. Et deuxième point, si c'est peut-être un temps d'arrêt qui aurait pu être limité si on avait trouvé une pièce équivalente en alternative, même si c'est pas exactement les mêmes caractéristiques, en palliatif, pour ne pas arrêter la production, on aurait pu utiliser cette pièce de rechange. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas si on n'a pas la capacité à identifier l'équivalence. Et donc, nous, l'objectif principal, en réalité, il est très très simple. C'est ça, c'est de trouver l'optimum entre je réduis mon risque d'indisponibilité en ayant du stock, et pour pouvoir réparer le plus rapidement possible, remettre en service le plus vite possible, tout en limitant le coût de mon stock. Parce que c'est facile de réduire le risque d'indisponibilité si j'ai la machine en stock, et j'ai toutes les pièces de ma machine en stock, oui, forcément, il y a quasiment plus de risque, mais j'ai des coûts énormes. Et par contre, si mon objectif c'est de réduire les coûts, je peux réduire les coûts, mais à un moment donné, je risque d'avoir une rupture de stock et du coup d'augmenter le risque. Et donc, nous, la solution que l'on a conçue en co-développement avec Colissimo, c'est un petit peu, pour vous faire une analogie, c'est un petit peu le Waze de je pilote mon stock pour qu'il arrive toujours à cet optimum. Et donc, quand vous connaissez Waze, l'objectif de Waze, c'est d'utiliser le maximum, d'exploiter toutes les données disponibles pour vous donner le meilleur itinéraire, vous prévenir des risques, des dangers, vous prévenir des ralentissements. C'est la solution qu'on a co-développée. C'est une solution qui mesure en temps réel votre stock, qui identifie les anomalies et qui vous alerte. Et donc derrière, on a le processus de cette solution. Il est très simple, c'est que on importe les données du stock, donc la liste de votre stock avec les références, désignations, les quantités, ainsi de suite. Les mouvements, donc les consommations de stock. La première étape, ça va être de faire un diagnostic automatique où on va identifier les doublons en priorité et ensuite toutes les anomalies de gestion. J'entends par anomalie de gestion, c'est une pièce qui a pas de prix, une pièce qui n'a pas d'emplacement, une pièce qui n'a pas de prix, elle n'est pas valorisée. Donc je pilote pas vraiment mes coûts. Une pièce qui n'a pas d'emplacement, le risque c'est que je la retrouve pas quand j'en ai besoin. Voilà, donc c'est ce type d'anomalie qu'on va identifier et qu'on va déjà faire un premier diagnostic qui va vous permettre sur les données existantes, on sait que les données existantes sont fiables. Okay. La deuxième partie, c'est l'enrichissement. Là, c'est ce dont je parlais. On va prendre des photos des pièces de rechange, mais pas que des photos de la pièce de rechange avec les caractéristiques physiques de la pièce, mais aussi les caractéristiques qui sont inscrites sur les pièces. Par exemple, un moteur, on va prendre une photo de la plaque signalétique du moteur, et c'est là qu'intervient l'IA, c'est que l'IA va être capable de passer d'une plaque signalétique avec de la donnée qui n'est pas structurée, parce que là, en fait, en réalité, il y a des informations un petit peu partout, il y a des symboles qui sont pas reconnus par les technologies d'OCR, par exemple, de reconnaissance de caractères. Et là, c'est l'IA qui va prendre le relais. Donc, on arrive à une limite, et c'est là que l'intérêt d'intégrer de l'IA, c'est que, parce que j'en ai pas beaucoup parlé depuis, vous aurez remarqué depuis tout à l'heure, parce que l'idée, c'est pas de mettre de l'IA partout, c'est on a de l'IA et comment on va utiliser l'IA dans... Non, on a une problématique. Quelles sont les technologies les plus robustes, et quand ces technologies, on arrive aux limites de ces technologies, comment on peut exploiter l'IA pour aller plus loin dans les fonctionnalités. Et donc là, c'est ce qu'on fait dans l'enrichissement. Dans l'enrichissement, on va avoir les photos et on va avoir toutes les pièces avec leurs caractéristiques. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec Colissimo sur les 21 sites. Il y a eu plus de 60 000 photos qui ont été prises, et ils ont une base de données avec toutes les caractéristiques de leurs pièces de rechange. Alors ça nécessite du travail, c'est pas de la magie, c'est pas parce que c'est de l'intelligence artificielle que c'est de la magie. Il a fallu aller sur les sites, profiter de la période d'inventaire
en temps masqué, en fait, on a développé une application mobile qui permet de réaliser l'inventaire et en même temps que l'inventaire, on en profite pour prendre des photos pour avoir cette base de photos et les photos des caractéristiques pour avoir cette base de caractéristiques. Derrière... Je confirme, juste. Ouais, non, parce que ça a été vraiment pas tant de boulot que ça, puisque justement c'est un travail qui a à faire l'inventaire et que l'application nous a permis finalement de faire des photos. On en fait tous avec notre smartphone et ça va très vite. Il n'y avait pas de notes à prendre ou de choses à noter sur le côté. Il fallait vraiment juste faire des photos. Donc en réalité, on s'est un peu mobilisé pendant quelques semaines et puis on a réussi à faire nos 21 000 références et on en est très content d'avoir un catalogue de toutes nos pièces. Je pense que j'en fais rêver plus d'un responsable maintenance d'avoir autant de données sur son stock, sur ses stocks. Et c'est vrai, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on est parti du principe, ça va alourdir le processus. Mais finalement, non. Parce qu'en fait, on a vu qu'on a digitalisé le processus d'inventaire. En fait, le temps qu'on a perdu à prendre ces photos en plus, on l'a gagné sur le fait de réaliser l'inventaire avec le smartphone. Et en plus de ça, on a développé une fonctionnalité de scan OCR, c'est pas de l'IA, c'est un scan OCR simple, donc c'est la reconnaissance de texte. Et du coup, vous le verrez, il y a quelques petites vidéos d'illustration dans la suite de la présentation. On n'a plus besoin de QR code ou de code barre. Donc là, en fait, de manière quasiment transparente, on a... Ça change tout, parce qu'en fait, en réalité, souvent, l'étiquette, elle est abîmée, elle est sale, elle n'y est pas. Donc là, on prend un post-it, on écrit à la main ce que c'est, et on scanne, et ça fonctionne. Donc en fait, c'est ultra simple. Parce qu'on a même retrouvé des pièces comme ça, où le magasinier, certainement, un peu rapidement, avait fait un petit post-it pour écrire, et en le scannant, ça fonctionne comme c'est de l'OCR, on n'a pas besoin d'avoir un format particulier. Ça arrive à reconnaître les caractères, et puis ça retrouve dans la base de données la pièce correspondante. Voilà. Et donc l'étape d'analyse, c'est celle qui va analyser les écarts de gestion et qui va rechercher les équivalences. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a développé un algorithme qui va comparer les caractéristiques entre les pièces et selon un score, une note d'équivalence, va associer les pièces. Ce qui fait que c'est pas parfait. Nous, on ne peut pas garantir à 100%, ne serait-ce que parce que c'est pas parce que intrinsèquement les deux pièces sont équivalentes que dans le contexte opérationnel, il y a vraiment une équivalence. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé d'une recherche de 1 versus 20 000 à 1 versus 10, 15 ou voire même 20. Après, c'est à vous de définir le seuil. Mais pour le technicien, c'est beaucoup plus facile. On lui a pré-mâché le travail un maximum. Mais derrière, l'expertise, elle est toujours chez le technicien. Elle n'est pas dans l'IA, elle n'est pas chez OBA, elle est chez le client. Et une fois que le lien est créé, s'il a été validé, ce lien existe pour toujours. Donc ça veut dire que le prochain technicien qui sera face à ce moteur qui est en rupture de stock ou dont le délai est trop long, et qui cherche une équivalence, il n'aura plus à faire ce travail puisque le lien aura déjà été créé par son collègue qui l'avait établi. Et donc c'est un système aussi apprenant où il y a un effet de réseau où on améliore ces données et cette capacité à aller chercher des équivalences. Et donc ça, derrière, à partir de cette analyse, ça va permettre les optimisations. Donc les optimisations, quand je parle d'optimisation, il y a réapprovisionner tout ce qui était en risque par rapport aux consommations, identifier tout ce qui était en surstock par rapport au seuil maxi qu'on a défini, qui a été calculé sur base des consommations. Et c'est toutes les équivalences qui ont été identifiées. Là, on a terminé du coup l'inventaire de fin d'année le 6 janvier. Du coup, on a les analyses qui sont encore en cours. Mais d'après les constats, puisque là, maintenant, on est sûr de nos stocks, on est sûr de ce qu'on a, on est sûr de ce que c'est, on estime entre 20 et 30% de réduction de coûts possible. Donc, soit par le traitement de l'obsolescence, c'est-à-dire on jette, tout simplement, ou soit on arrête de commander, parce qu'on sait que de toute façon, si on manque de cette pièce, elle se situe à tel endroit, et que je travaille chez Colissimo, donc transférer des colis, ça va plutôt rapidement. Donc, on s'en sort très bien pour se partager les pièces détachées de cette manière-là. Voilà. Donc là, je vais enchaîner sur les présentations. Donc le processus que je viens de décrire, je vais vous l'illustrer ici. Là, ce qu'on illustre sur cette fonctionnalité, c'est l'import qui a été facilité.
Alors là, ça paraît rien, mais en fait, on utilise déjà l'IA pour importer les données. Pourquoi? Parce que moi, je vais avoir un canevas où je vais dire cette donnée-là, c'est la désignation. Et dans vos données, vous appelez peut-être ça nom, ou libellé ou autre. Et en fait, si on devait à chaque fois faire ce travail-là, bah c'est de la perte de temps au moment de l'intégration des données. Et là, on utilise l'IA générative qui, elle, est capable de dire bah, libellé, désignation, ça veut dire la même chose. Donc ça veut dire qu'on va être capable là de tout de suite vous suggérer une association. Ça reste modifiable parce qu'il peut y avoir des erreurs, mais au moins on a prémâché le travail déjà à l'import. Donc vous voyez qu'on n'a pas utilisé l'IA, on ne s'est pas dit comment on peut utiliser. Non, on a eu une problématique et on s'est dit bah, est-ce qu'on n'avait pas d'autre solution que de passer par l'IA générative. Et donc là, j'ai intégré cette slide uniquement pour ça, parce que bon, l'import des données, tout le monde sait importer des données, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour vous donner une idée de l'IA, c'est pas que la maintenance prédictive, j'ai installé des capteurs sur mes machines, et après j'ai des modèles pour peut-être dans 2 ans éviter une panne. Enfin voilà, ça c'est pas concret. Là c'est concret. Vous voyez une application concrète de l'IA. Ça c'est ouais, voilà. Donc là, on est sur la vue de nettoyage des données. Donc ici, vous avez toutes les anomalies qui apparaissent dès l'import. Donc ça fait directement. Il n'y a pas besoin de faire X tableaux croisés dynamiques pour identifier les doublons et tout ça. Là, vous avez directement un diagnostic de votre stock. Donc avec les références sans emplacement, sans seuil de gestion, sans prix, sans quantité, sans sortie, parce que ça c'est maintenant ça arrive beaucoup, c'est normal. Il y a certaines pièces qui sont critiques, c'est une assurance, on préfère ne jamais avoir les utiliser, mais il y a quand même une limite. Ça ne peut pas représenter 40% du stock. Donc ça c'est important de l'identifier, sans photo, et surtout là on a les doublons. C'est important de traiter les doublons parce que derrière, on va pouvoir faire toutes les analyses qu'on veut. Si dès le départ, on a des données qui sont pas fiables ou pas complètes, on n'en tirera aucune valeur. Donc ça, c'est la première partie de diagnostic. Ensuite, vous avez l'enrichissement. Donc là, vous voyez, ça, c'est le scan OCR dont je vous parlais. Vous voyez, donc là, il n'y a pas d'IA. C'est tout simple. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il scanne, toc, on voit la référence qui a été relevée. Et c'est là qu'entre en jeu l'IA. Quand on va faire une photo de la plaque signalétique, on va avoir toutes les caractéristiques ici apparaître. Donc là, c'est un traitement qui se fait en live, en direct, mais pour des soucis de flexibilité, aujourd'hui, on fait ce traitement a posteriori. Pourquoi? Parce qu'en fonction des problématiques de connexion et tout ça, quand vous faites une pièce, vous pouvez attendre quelques secondes. Quand on fait 20 000 pièces, quelques secondes fois 20 000 pièces, c'est énorme. Donc on a décidé de faire ça en post-traitement. Ouais, il faut aller un peu plus vite. Ok. Donc, là il nous reste combien de temps? 2 minutes. Ouh là, ouais. Donc là très bien. Donc là c'est la partie analyse avec la valorisation, le calcul du taux de rotation, ainsi de suite. Et tout ça est calculé automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire d'export. Vous identifiez les surstocks, les sous-stocks. Voilà. Et ça c'est vraiment intéressant pour l'opérationnel. Hein. Je parle vraiment pour les gens du terrain d'avoir ça là. De se dire ma pièce je l'ai pas, mais attention, où est-ce qu'elle existe, à combien, au lieu de l'acheter, mon collègue il en a 5, j'en ai 0 en stock, je vais pas l'acheter, je vais l'appeler, il va m'en envoyer un quoi. Donc ça c'est hyper pratique et utile. Là, vous voyez, ça c'est le résultat. Donc on a fait les extractions des caractéristiques et ici on vient identifier des équivalences potentielles. L'étape d'après, c'est de définir les critères d'optimisation. Je veux optimiser 5%, de 5% la valorisation de mon stock sur les pièces non critiques, donc des pièces qui n'ont pas tourné et qui ont un prix élevé. Et on définit les critères. Du coup, on a des sites qui sont plus ou moins stratégiques selon leur importance et leur capacité à traiter du flux. Donc on adapte aussi parce qu'il ne faut pas prendre de risques sur certains, puis d'autres on peut en prendre un peu plus. Voilà, et donc pour conclure, aujourd'hui, en termes de perspective pour Colissimo, ça ne s'arrête pas là.
ça ouvre d'autres perspectives parce que maintenant qu'ils disposent de données fiables et exhaustives sur leur stock, bah, ils peuvent faire de la fusion entre sites des articles coûteux, ils peuvent transférer des stocks entre sites, ils peuvent réaliser des commandes groupées parce qu'ils vont standardiser certaines références et surtout il y a quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Il y a des startups qui font que ça, la revente d'articles obsolètes ou en surstock. Avant, on mettait tout ça au rebut. Aujourd'hui, c'est comme l'obsolescence, c'est une grosse problématique. Bah, il se peut que ces pièces-là sont plus utiles pour Colissimo, mais il y a d'autres industriels qui ont besoin de ces pièces-là, qui n'arrivent pas à les retrouver parce qu'elles sont obsolètes, elles sont plus produites. Et bah, dans ce cas-là, on va pouvoir ces pièces-là les revendre et tout le monde est gagnant. Parce que Colissimo va pouvoir les vendre. Celui qui les achète va trouver une solution à sa problématique d'obsolescence et en termes de responsabilité d'écologie, on évite de jeter des pièces qui fonctionnent encore. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à venir vers nous après la conférence.